Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Bâtiment optimisé en direct du Salon des maires et des collectivités locales à la porte de Versailles à Paris avec un sujet d'actualité s'il en faut, le décret tertiaire. Voilà, quelles sont les dernières évolutions à connaître, les pièges à éviter, les opportunités techniques, les réglementations à saisir avec des exemples concrets. Eh bien, on a un expert à notre côté, c'est Michael Théron. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Directeur métier au sein de la division énergie chez Axéo. Et puis un grand témoin, c'est Hervé Blanche. Bonjour Hervé. Hervé Blanchet. Hervé Blanchet, pardon. Alors en plus, je fais la faute parce que j'ai le même problème sur mon accent. Maire de Rochefort, merci d'être avec nous, monsieur le maire. Oui, bonjour. Voilà, en grande forme depuis ce matin sur le plateau de Radio Imo, qui aborde tout un tas de sujets. Et on va parler de ce décret tertiaire. Justement, le sujet des jours, on pose les bases tout de suite. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le décret tertiaire, on en parle depuis le 1er octobre 2019. C'est le texte qui formalise la rénovation énergétique de tous les bâtiments tertiaires de France, publics et privés. Le chantier, dit-on, des 50 prochaines années, on pourrait même dire le chantier du siècle. Selon l'étude d'impact réalisée par le ministère, la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs du décret tertiaire représentera en moyenne 180 € à 200 € par mètre carré. Le problème, c'est qu'il y a 300 000 bâtiments concernés, ça fait 800 millions de mètres carrés. Et je parle sous l'œil de Michael, qui est très bon en maths. Eh bien, si on fait le calcul, ça fait plus de 150 milliards d'euros de travaux sur les 30 prochaines années. Un sujet donc majeur pour tous les propriétaires ou les gestionnaires de bâtiments publics. Les premières échéances réglementaires ont débuté depuis septembre dernier. Et nous allons maintenant découvrir dans le concret les cas pratiques et ce que ça recèle avec nos invités. Je passe tout de suite la parole à l'expert. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Michael Théron, je me tourne vers vous, évidemment, expert Axéo. En quelques mots, en synthèse, c'est quoi le décret tertiaire pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler ? Alors, le décret tertiaire, d'abord, on réduit aujourd'hui cette réglementation au décret tertiaire, mais en fait, ça s'appelle le dispositif éco-énergie tertiaire, qui concerne en fait une obligation de réduction des consommations énergétiques de tous les bâtiments tertiaires en France. Vous l'avez dit, public comme privé. Les réductions de consommation attendues sont jusqu'à moins 60% en 2050, ou alors, pour les bâtiments existants, d'arriver au niveau du neuf, de le niveau énergétique du neuf. Ouais. Alors on va demander à nos amis photographes de ne pas faire de photos, messieurs, parce qu'on est en train d'être filmés également et on a les caméras qui se sont complètement désaxées. Alors, c'est pas grave, on continue. Donc, Michael, une réglementation qui impose une réduction des consommations, vous avez dit, de 60% d'ici 2050. Par rapport à quoi ? Parce qu'il faut bien commencer. Alors, par rapport à une consommation de référence, effectivement, c'est une consommation que chaque maître d'ouvrage assujetti doit choisir entre 2010 et 2020. Donc l'idée, c'est de choisir une année de référence, une consommation de référence qui a été la plus importante à l'échelle d'un bâtiment pour pouvoir minimiser l'impact et faciliter l'atteinte des différents objectifs. Et ça concerne tous les bâtiments ? Tous les bâtiments de plus de 1000 m². Tous les bâtiments en France de plus de 1000 m². D'accord. Donc les propriétaires, mais également les preneurs à bail, c'est bien ça ? Alors, au niveau des assujettis, effectivement, peu importe que le bâtiment soit utilisé par le propriétaire qui est occupant, ou alors que le propriétaire loue son bâtiment à plusieurs locataires, dans ce cas-là, l'assujettissement est porté par ceux qui payent l'énergie. Et du coup, vous avez un bâtiment qui fait 3000 m² avec un certain nombre de locataires. L'ensemble des locataires seront assujettis à réduire leur propre consommation, même s'ils n'utilisent que 300 m² dans un bâtiment de 3000. Très bien, c'est très clair. Ces objectifs sont extrêmement ambitieux. Est-ce qu'ils vont être échelonnés ? Quel est le temps ? Puisque vous avez dit que ça va s'étaler effectivement sur une période de près de 30 ans. Oui, tout à fait. En fait, les objectifs sont échelonnés sur 3 décennies. Une première échéance au 1er janvier 2030, sur lequel on doit avoir une réduction de moins 40%. 2040, d'ici 2040, moins 50%, et 2050, moins 60%. Donc ce sont des réductions attendues sur facture, les réels kilowattheures qui doivent être réduites sur facture. On va avoir une première réaction d'Hervé Blanchet, maire de Rochefort, je disais. Monsieur le maire, c'est vrai qu'un plan extrêmement ambitieux. Comment, dans une commune comme Rochefort,
on s'empare de ce décret tertiaire? Est-ce que voilà, il y a déjà un plan qui est mis en place? Parce qu'on parle sur des temps extrêmement longs. On y est très attentif. Pour information, le bâtiment représente 44% de consommation d'énergie dans la ville de Rochefort, ce qui n'est pas rien. Un tiers issu des bâtiments à usage tertiaire. Nous avons travaillé cet été pour déclarer sur la plateforme dédiée les sites concernés, donc les bâtiments de plus de 1000 m². Pour la ville de Rochefort, ça représente 42 bâtiments. Et pour l'agglomération, 20 bâtiments. Donc je sais que mes services ont fait un gros travail pour cette déclaration. C'était un peu fastidieux. Il fallait cartographier, c'est ça, l'ensemble des bâtiments, vous ne l'avez pas forcément en base? Voilà, donc là aujourd'hui on est sur le diagnostic. On est en train de voir de quelle manière on va décliner un plan action. Mais d'abord il faut un diagnostic. Et pour être dans la période indiquée tout à l'heure sur les 2020, 2030, 2040, 2050. Mais en tout cas, nous, on est évidemment très demandeurs. En tout cas, on va le faire. On va produire de nouveaux bâtiments parce qu'on sait très bien que cette consommation d'énergie aujourd'hui, elle est très coûteuse pour une collectivité. Nous sommes dans une situation financière compliquée à cause de la hausse des énergies. Donc on a des exemples concrets déjà de bâtiments qu'on a rénovés où on a gagné 50% en consommation d'énergie. Donc oui, c'est... 50%. Oui, j'ai un bâtiment, j'avais des associations dans un bâtiment, si vous voulez, qui étaient plus adaptées, notamment en accessibilité. Donc on a fait le choix de réhabiliter un ancien bâtiment qui était sur un site militaire qu'on a acheté. Et au résultat, là, un an après, avec du photovoltaïque, avec une isolation adaptée, on a gagné plus de 50% d'économie d'énergie. Bon, c'est pas mal. Donc objectif quasi atteint par rapport à des consommations d'avant. Michael, monsieur le maire vient de nous dire, il a déclaré justement. Comment on fait pratiquement? Est-ce qu'il y a des services, il y a un logiciel, il y a un site internet pour justement faire ces déclarations? Alors oui, le ministère effectivement a mis en ligne une plateforme qui s'appelle Opérate, avec un T à la fin, qui permet à l'ensemble des assujettis de se déclarer sur la plateforme. Donc déclarer d'un point de vue juridique, la structure juridique des entreprises ou des collectivités qui détient des bâtiments assujettis à cette réglementation. Et ensuite, une fois qu'on déclare chacun de ces bâtiments, on doit déclarer les consommations 2020, 2021 et la consommation de référence qui finalement sera le point zéro sur lequel vont s'engager les réductions des consommations jusqu'en 2050. Et justement, on peut avoir, comme on le disait à l'instant, des réductions avec, une fois qu'on a posé le diagnostic et fait les bons travaux, ça peut descendre assez vite au niveau des... Effectivement, dans les bâtiments anciens, je ne suis pas étonné par cette réduction des consommations. On est sur des bâtiments des années 60, 70, 80 qui n'ont pas été isolés à l'époque. À partir du moment où vous mettez de l'isolation, vous mettez du solaire photovoltaïque, vous remplacez les systèmes de génération, on peut très rapidement diviser par 2, voire plus, la consommation du bâtiment. D'autant, Hervé Blanchet, que c'est vrai que là, la facturation a explosé. Surtout cette année, on connaît le contexte de crise internationale, crise de l'énergie. Et c'est surtout à échéance, au renouvellement, qu'on sent la facture passer. Oui, donc nous, à Rochefort, pour donner un exemple concret, 2021, 1 200 000 € en coût d'énergie, gaz, électricité. 2022, on est passé à 2 millions. Et la prévision, oui, et 80% et la prévision pour 2023, puisqu'on achète un an à l'avance, et donc on va savoir à la fin du mois de décembre où on en est. Heureusement, on est dans l'UGAP, le regroupement des collectivités, et on est à 3,2 millions. Donc on a plus que pratiquement triplé. C'est quelque chose de dingue. C'est considérable. Comment on fait à un moment où effectivement on sait aussi que vous êtes contraint par les recettes qui elles sont fixes alors que tout augmente? On n'a pas une solution, plusieurs solutions, de ralentir les investissements, de baisser les subventions au milieu associatif, malheureusement sûrement de jouer sur la fiscalité qui représente que la taxe foncière comme vous le savez aujourd'hui pour nous, et aussi de jouer sur le personnel, c'est-à-dire les non-replacements des départs à la retraite, des contrats à durée déterminée qui ne seront pas forcément renouvelés. On est en train de travailler sur tous ces sujets avec toutes nos équipes et nos agents et nos élus. Et également par rapport à la consommation d'énergie, on essaie aussi de sensibiliser les occupants des bâtiments, type gymnase, association. Vous savez, jusqu'à maintenant, c'est la collectivité qui prenait tout en charge. Donc on change un peu notre manière de faire. Dans les conventions aujourd'hui, on leur met à charge le fluide
pour que D'accord. quand ils sortent, ils éteignent les lumières ou qu'ils baissent le chauffage et qu'ils ne... Voilà, Alors qu'avant, le gymnase restait allumé toute la nuit. le comportement n'était pas le même. Ouais, Donc un tout à fait. comportement éco-citoyen, je pense, est important également pour nous aider à contribuer à réduire cette facture. On revient à du bon sens et à de la gestion bon père de famille. Les échéances, Michael, à avoir en tête pour ce décret tertiaire, vous nous l'avez dit, moins 40% avant 2030, moins 50% avant 2040, moins 60% avant 2050. Est-ce qu'il y a des choses quand même intermédiaires, par exemple, pour cette décennie ? Alors oui, le ministère a prévu une échéance au 30 septembre 2027 qui est une échéance pour déposer ce qu'on appelle les dossiers techniques de modulation sur la plateforme Opéra. Cette réglementation prévoit la possibilité de déposer un dossier technique pour réduire ses objectifs. Pour moduler, par exemple, les moins 40%, les transformer en moins 33% en fonction de leviers de modulation liés à des problématiques architecturales par rapport à des temps de retour sur investissement qui seraient trop longs au niveau des travaux. Et dans ce cas-là, il est possible pour le maître d'ouvrage de simplifier finalement l'atteinte des objectifs, mais pour ça, il doit justifier et déposer le dossier. Et le ministère considère qu'au-delà du 30 septembre 2027, les maîtres d'ouvrage n'auront plus le temps et de faire le dossier technique et de mettre en œuvre les travaux pour réussir les objectifs, et notamment la première échéance, les moins 40% en 2030. Alors, on a notre grand témoin, donc je vais lui poser la question directement. Est-ce que, monsieur le maire, quand on voit ces échéances qui paraissent lointaines, on sait que pour 2025, c'est pratiquement demain, surtout avec un calendrier assez chargé. Est-ce que c'est tenable, finalement, ce grand plan de rénovation dans le temps ? Et ces objectifs, est-ce qu'ils sont réalistes ? Voilà. Les déclarations, nous, on les a faites. Je sais qu'il y a une sanction possible pour les mauvais élèves. Après une mise en demeure, les gens qui n'auront pas répondu, il y aura une publication. Il y aura également des amendes administratives possibles. Donc, on va pas aller sur ce volet-là. Fermé. Oui, d'accord. Voilà. Nous, c'est après, en termes d'investissement, on va faire un plan d'action. Il est clair qu'on ne pourra pas tout faire en 1 an, 2 ans. Sur 40 bâtiments de plus de 1000 m², on ne pourra pas financièrement tout rénover dans un temps record. En revanche, d'avoir un plan d'action, d'avoir un suivi de ces opérations-là, évidemment, on y est très sensible et on mettra les moyens parce qu'au final, on s'y retrouve en termes de fonctionnement. On le voit bien aujourd'hui. Bien C'est vrai que la crise actuelle nous fait accélérer dans ce domaine de transition énergétique, de faire attention à nos bâtiments, de revoir différemment nos copies et également concernant l'autoconsommation collective avec des photovoltaïques. Donc aujourd'hui, on a la chance de d'étendre ce périmètre. Avant, on avait des bâtiments avec un toit photovoltaïque, mais qui concernait que le bâtiment. Là, aujourd'hui, on peut aller au-delà sur un périmètre beaucoup plus important. Et donc, on va vraiment aller dans cette direction aujourd'hui à Rochefort. Ouais, c'est nécessaire, effectivement. Michael, vous qui êtes spécialiste de la question, justement, pour ceux qui nous écoutent, monsieur le maire, comme d'autres maires, surtout ici au Salon des maires, quels sont les pièges à éviter ou au contraire les bonnes pratiques à mettre en œuvre dès à présent ? Alors, c'est vrai que beaucoup de maîtres d'ouvrage souhaitent réaliser des dossiers techniques. Alors pourquoi ? Effectivement, pour réduire ses objectifs de consommation, mais pas que. C'est vrai que monsieur le maire, effectivement, nous disait, voilà, on a besoin de planifier dans le temps les rénovations énergétiques. Et il faut même les prioriser. C'est-à-dire qu'il est important d'aller d'abord travailler sur les bâtiments les plus énergivores, ceux qui pèsent le plus lourd à l'échelle d'une commune en termes de kilowattheures, qui coûtent aussi. Et ensuite, de se dire, je vais faire les travaux sur les bâtiments les plus énergivores et où ça sera le plus efficace. Et donc, il y a un classement de l'ensemble des bâtiments à réaliser, de les prioriser et de dire, sur certains bâtiments, pour économiser 1 kWh par an, je dois mettre sur la table 30 centimes d'euros. Par contre, sur d'autres bâtiments, le même kilowattheure économisé, c'est 3,5 € par mètre carré. Et du coup, c'est très important de prioriser, de ne pas mettre l'argent, les investissements en termes de travaux n'importe où. Il faut structurer la démarche et les dossiers techniques de modulation permettent de faire ça. Le ministère l'a bien compris et donc l'a imposé aux prestataires qui réalisent ce type de choses. Alors, pour répondre à votre question, beaucoup de cahiers des charges aujourd'hui sur les appels d'offres publics sont trop légers. Des audits énergétiques sont demandés. C'est pas tout à fait ce que demande le ministère en termes de qualité de prestation pour établir les dossiers techniques de modulation. J'ai le sentiment aujourd'hui que beaucoup de maîtres d'ouvrage y vont pour différentes raisons. Ouais. Monsieur le maire a tout à fait raison. Je crois que la notion de pénalité, c'est pas ça qui motive. Ce qui motive, c'est effectivement comment j'augmente le confort dans mes bâtiments pour l'ensemble des collaborateurs, comment je réduis mes consommations, effectivement, au regard du coût. Voilà, donc là, les bonnes pratiques, c'est effectivement prendre le sujet suffisamment en amont pour pouvoir planifier tranquillement dans le temps une rénovation sur un ensemble de bâtiments étalés par exemple sur 5 ans.
Vous-même à Rochefort, quels sont les moyens mis en œuvre? Est-ce qu'on passe par justement des bureaux d'études techniques? Est-ce qu'il y a un spécialiste au sein de votre équipe? Comment vous faites pour aborder et encadrer cette question? Donc nous avons une équipe d'énergéticiens mutualisés entre l'agglomération et la ville de Rochefort. Donc c'est cette équipe qui pilote les effets de ce décret tertiaire. Nous aurons forcément besoin d'un regard extérieur et d'un bureau d'études, mais le diagnostic est très important parce que c'est ce diagnostic qui va nous permettre de prioriser, comme ça a été indiqué tout à l'heure, quel bâtiment va être traité en priorité dans le cadre opérationnel. Nous, on a un musée, on a plein d'écoles, on a un établissement thermal dont des locaux appartiennent à la ville. Enfin, on a une multitude de bâtiments concernés. Donc cette priorisation est très importante pour ensuite décliner notre action de manière efficace. D'accord. On a dépassé la première échéance depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'on doit faire, Michael, si voilà, on se réveille un petit peu après la bataille? Alors effectivement, la première échéance de déclaration, c'était le 30 septembre 2022. Oui. Malheureusement, beaucoup de maîtres d'ouvrage sont en retard. Donc le ministère a laissé une tolérance sur les déclarations jusqu'au 31 décembre de cette année. Bon, bah voilà une bonne nouvelle, même si on se doute que les gens vont s'y mettre le 31 décembre. Bon, ils se réveilleront peut-être en janvier, du coup. Nous sommes très sollicités en ce moment, effectivement. Les enjeux, les principaux enjeux quand on parle décret tertiaire, pour vous, c'est quoi en résumé? En termes d'enjeux, on en a un petit peu parlé. C'est un enjeu. D'abord, c'est l'environnement qui a motivé en fait la création de cette réglementation. Il y a des enjeux sur le confort. Il y a des enjeux sur le coût de l'énergie aujourd'hui. Il est clair que certaines communes, par exemple, ont investi très rapidement sur des travaux d'amélioration énergétique les plus rentables. Et les économies d'énergie, au regard du coût de l'énergie, permet de payer les travaux d'autres bâtiments. Et donc, en gros, ils ont établi un schéma directeur de rénovation énergétique à l'échelle de la commune pour justement faire en sorte que les économies financières sur les consommations puissent participer au paiement des travaux sur les autres bâtiments. Très bien. Les enjeux, c'est les enjeux pour vous, monsieur limiter les risques liés à la fourniture d'énergie. On le voit concrètement aujourd'hui. Améliorer l'image, l'exemplarité du territoire. Nous sommes une ville d'arrêt d'histoire, une ville labellisée Grand Site de France, un territoire labellisé Grand Site de France, donc d'avoir une image d'exemplarité, une forme importante, une ville touristique bien sûr, donc, et réduire les émissions de gaz à effet de serre et diminuer l'empreinte carbone. Donc tout ça est lié dans des enjeux évidemment ambitieux mais réalistes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et on vient d'avoir un rappel évidemment avec la COP27 qui vient de s'achever, que tout le monde doit faire après avec selon ses moyens. Évidemment, tout de suite on passe à vos questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Première question, nous gérons des établissements tertiaires dans des copropriétés à usage principal d'habitation. Si la copro refuse de voter les travaux les plus performants énergétiquement, que se passe-t-il et surtout que faire? Michael. C'est une situation compliquée. L'ensemble de la copropriété tertiaire est assujetti à réduire ses consommations pour l'ensemble des locataires ou des copropriétaires occupants. Ils vont être forcément pénalisés à l'issue des échéances s'ils ne font rien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les copropriétés tertiaires ont tendance à y aller pour réduire leurs consommations qui sont en train aujourd'hui de coûter de plus en plus cher. Ouais, elles le font finalement peut-être plus parce que voilà, le coût de l'énergie est en train d'exploser. Exactement, c'est la première motivation et la partie environnementale est une seconde. Mais il faut que le syndic rappelle aux copropriétaires qu'il y a aussi des amendes pour les personnes physiques. Voilà. Je pense que c'est aussi un levier important pour des copropriétaires, outre le fait de consommer moins, et donc je pense que tout le monde y a intérêt. Donc la carotte des économies et le bâton de l'amende, c'est très clair. Deuxième question, le dossier technique, c'est pour Michael, est-il obligatoire? Si oui, est-ce que nous pouvons le réaliser nous-mêmes? Alors, non, le dossier technique n'est absolument pas obligatoire. Contrairement à ce que je vois de temps en temps sur Internet, cette réglementation n'impose pas de faire une étude sur les bâtiments, une étude énergétique. Le dossier technique est obligatoire si on souhaite moduler, si on souhaite réduire ses consommations énergétiques. Donc, il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui. La deuxième partie de la question, c'était C'était, excusez-moi, si oui, est-ce que nous pouvons le réaliser nous-mêmes?
Alors par contre, non, le ministère demande à ce que ça soit réalisé par un prestataire indépendant pour qu'il puisse donner et surtout compétent en amélioration énergétique des bâtiments, en calcul thermique, pour justement établir ce dossier. Donc on ne peut pas s'auto-octroyer une modulation à la baisse des consommations. Ouais, c'est très clair, il faut que ça soit fait par un tiers indépendant, on va dire. Troisième dernière question, quels sont les leviers d'action les plus performants, comment les mettre en œuvre rapidement? Alors on avait votre exemple, hein, effectivement, c'était quoi? Photovoltaïque, vous nous avez dit, isolation. Alors nous, on a également aussi la gestion à distance de tout ce qui est consommation d'énergie et chauffage, par exemple. Une espèce de domotique à distance. Donc ça, on peut, par rapport aux bâtiments publics, baisser de degrés, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les écoles, les bâtiments de l'hôtel de ville. Alors on a cette température de consigne qui a été abaissée à 19 degrés. Ouais. Est-ce qu'il y a la grogne des administrés? Est-ce que certains vous disent, voilà, on n'a plus froid, on trouve que c'est pas assez chauffé? Franchement, j'ai eu une grogne quand j'ai étendu la fermeture de la piscine. Oui. Parce qu'on a une maintenance pour la piscine et donc on a étendu de 7 semaines supplémentaires pour ne pas la réouvrir. Ouais. Bébé nageur, on a arrêté parce que c'est une consommation importante. Donc là, on a de la grogne, une pétition même. Et oui, parce que là, alors le maire, juste avant vous, de Nani, nous en parlait, effectivement, ça coûte cher de chauffer une grosse... Ouais. Voilà. Et par contre, pour les écoles, on n'a pas chauffé jusqu'aux vacances de Toussaint. Oui. On a chauffé qu'à partir de maintenant. Il faut dire qu'on a eu un temps clément. Mais en toute franchise, non, on n'a pas de retour négatif des parents. Tout le monde a conscience de ce qui se passe. Et donc voilà, il y a un acte citoyen quand même un petit peu généralisé qui est vraiment là. Bon, on est désolé pour les mamans des bébés nageurs, mais oui, ils attendront un petit peu. La rentrée, voilà. Même question, alors les leviers d'action les plus performants, les plus rapides à mettre en place. Est-ce qu'il y a des solutions rapides, pas chères, faciles? Oui, ce qu'on appelle les quick wins, effectivement, il y a des actions qui sont rapides. Déjà l'humain, monsieur le maire en a parlé, l'humain a un impact important. Notamment sur arrêter d'ouvrir les fenêtres en hiver de façon trop longtemps. Il faut aérer effectivement s'il n'y a pas de ventilation mécanique contrôlée, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire tous en faisant attention. Après effectivement l'isolation, mettre une couverture à un bâtiment, c'est ultra efficace. On arrive effectivement à diviser par 2 les consommations si on met une couverture sur le bâtiment et une isolation par l'extérieur. Travailler sur les systèmes CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Donc par exemple rénover une chaufferie qui est au fioul, on va passer au gaz ou passer sur des pompes à chaleur. Ce sont des choses qui permettent de réduire par 2, par 3, par 4 les consommations énergétiques. Quand on passe d'une chaudière fuel à un système de pompe à chaleur, par exemple, on peut diviser par 4 la consommation globale. On passe du fuel à l'électricité et c'est extrêmement performant aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, monsieur le maire en parlait, le photovoltaïque, l'autoconsommation, qu'elle soit collective ou individuelle à l'échelle d'un bâtiment, c'est l'action d'amélioration la plus rentable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des temps de retour sur investissement qui sont inférieurs à 5 ans et sur lequel le bâtiment va en priorité consommer sa propre électricité qu'il produit sur sa propre toiture. L'autosuffisance photovoltaïque, ça marche bien, oui, du côté de Rochefort? L'ensoleillement est suffisant. Dès qu'on peut, effectivement, on fait du photovoltaïque. Dès qu'on rénove des bâtiments, on regarde cette question. Après, on est dans un périmètre en centre-ville de sauvegarde et de mise en valeur. Avec l'architecte des bâtiments de France, il faut un peu batailler quelquefois. D'accord. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce décret Sarcières et sa mise en application extrêmement pratique. Un grand merci à monsieur le maire de Rochefort, Hervé Blanchet. Merci à vous pour ce témoignage et ces chiffres extrêmement précis, puis ces exemples, effectivement. On voit que c'est possible. Merci également à notre expert Michael Thérum, le directeur métier au sein de la division énergie d'Axéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau bâtiment optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axieo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.